Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette quatrième rencontre, à cette quatrième vidéo-entretien portant sur la philosophie de la religion. À partir en particulier de l'ouvrage de Edward Feser, La dernière superstition. Alors nous en sommes aujourd'hui, dans cet entretien, à parler de plus directement de cette fameuse superstition qui serait celle des métaphysiciens matérialistes, autant des scientifiques que des penseurs athées, soutiennent, même s'ils l'ignorent. Alors, dans le chapitre 2 de la dernière superstition, Edward Feser fait un survol de la philosophie grecque. Et ce qui est pertinent là, pour la suite des choses, c'est tout ce que dit Feser à propos de la métaphysique aristotélicienne, qu'on peut qualifier de métaphysique téléologique ou finaliste, par opposition à la métaphysique matérialiste de la vaste majorité des penseurs et des philosophes modernes. Je voudrais commencer par une citation qui est troublante, franchement troublante, ahurissante, consternante, venant d'un grand scientifique qui nous a quittés il y a quelque temps, Stephen Hawking, dans son livre The Great Design, traduit en anglais par Y a-t-il un architecte dans l'univers, écrit en collaboration avec Leonard Modlinov. Alors, en tout début de son ouvrage, de son essai, le grand physicien de réputation mondiale, internationale, enseignant à l'université de Cambridge, écrit ceci. La philosophie est morte, faute d'avoir réussi à suivre les développements de la science moderne, en particulier de la physique. Alors, c'est énorme, cet énoncé-là. Je crois que on va devoir l'histoire va le montrer, cet énoncé-là. En fait, je pense qu'effectivement, en un sens, Hawking a tout à fait raison. La philosophie est morte. Non pas faute d'avoir tenu compte des développements physiques, dans la science physique, mais du moins toujours selon Feser, mais d'avoir réduit la philosophie et la métaphysique en particulier à la physique. Ce n'est pas comme tel un fait de science, c'est un fait de la communauté scientifique
pratiquée depuis l'époque moderne, hein. Depuis, je dirais, René Descartes en France et Francis Bacon en Angleterre, hein. La science est devenue notre ultime euh, tribunal, nous informant concernant la nature de l'univers et de tout ce qu'il comporte. Et je pense que cet énoncé-là traduit exactement l'état, j'allais dire, l'état d'ignorance dans lequel nous nous trouvons et qui constitue, hein, à juste titre, la dernière superstition, hein, qui est la nôtre. Et je répète que cette dernière superstition, selon Feser, hein, c'est le triomphe de la science, du scientisme sur la philosophie, sur la capacité que les hommes ont de réfléchir sur l'origine, le sens de l'univers, sur les questions de sens, et non pas sur les questions de cause. Hein. Déjà là, cette distinction-là entre sens et cause échappe à Hawking en premier lieu et à tous les autres qui se rabattent sur la science. Hein. Alors, quoi de mieux que de réfléchir sur la notion de cause, hein, sur le sens de la notion de cause. Parce que cette notion de cause ou de causalité, hein, est intrinsèque à la science. Parce que la science, ce qu'elle fait au fond, ce qu'elle prétend faire, hein, c'est d'expliquer les phénomènes naturels, c'est-à-dire d'indiquer les causes sous-jacentes aux phénomènes. Hein. Et c'est, comme j'ai déjà mentionné, hein, c'est dans une optique réductionniste, pas au sens péjoratif du terme, mais au sens où tout phénomène doit se réduire dans son explication causale à des éléments de base fondamentaux. On a ça chez Descartes déjà, hein, une des règles de la direction de l'esprit chez Descartes, je ne me souviens pas laquelle, mais une de celles-là mentionne que devant tout phénomène, par définition complexe, il faut réduire le dit phénomène à des éléments plus simples, élémentaires, afin de l'expliquer, d'expliquer la relation de cause à effet. Hein? Qu'est-ce qui a engendré, qu'est-ce qui a causé le phénomène, le dit phénomène. Or, ces éléments fondamentaux auxquels se réduisent tout phénomène est implicitement ceux de la matière. Hein. Et par conséquent, l'explication, passez-moi l'expression, ultime de toute chose, hein, c'est le matérialisme, qu'il n'y a que de la matière. Hein. Pourquoi les choses sont-elles ainsi et pas autrement, comme le posait déjà le grand philosophe allemand
Leibniz. Pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas rien? Hein? Eh bien, ces questions-là ne se posent pas parce que ils ne renvoient pas à des relations causales de type matériel. C'est des questions de sens qui n'ont pas de réponse et sur laquelle les scientifiques ne peuvent pas rien dire. S'ils suivent le protocole, le postulat, comme l'appelle Yves Gingras, hein, le postulat méthodologique de la science, c'est que toute explication est de type naturel et non pas surnaturel, et que toute explication naturelle en est une qui repose sur l'observation et la vérification du comportement de la matière. Alors, on appelle ça le naturalisme méthodologique ou encore le matérialisme méthodologique. Hein? Mais il reste que ce soit méthodologique ou pas, ça reste une approche en science, ben, du moins ce que les scientifiques et les penseurs en disent, ça reste une approche foncièrement matérialiste. Hein? Alors, donc, donc la notion centrale de la science, qui est au centre de cette machine, si vous passez l'expression, qui est la science, dans cet engrenage principal, ben c'est la notion de cause. Et ça, c'est intéressant là, parce que là, on s'interroge. Mais qu'est-ce que c'est qu'une cause? Je l'ai dit tantôt, pour les penseurs modernes, les scientifiques, en bonne partie, mais ceux qui se penchent sur la nature de la science, qui osent faire un peu de philosophie, malgré ce qu'en dit Hawking, à savoir que la philosophie est morte. Hein? Donc, en réfléchissant sur la notion de cause, on se trouve donc à réfléchir sur la notion de sens de ce qu'est une cause. C'est plus une question scientifique, là. Voilà. Et on le sait, je l'ai dit tantôt, pour un penseur moderne, pour un qui se trouve à la remorque de la science, eh bien, une cause, c'est un phénomène, c'est une réalité observable, vérifiable. Et en ce cas-là, c'est une cause naturelle. Et les causes qui ne sont pas observables et vérifiables sont dites surnaturelles. Hein? Et le postulat méthodologique de la science nous recommande vivement de s'éloigner de ces causes, de ces détestables causes surnaturelles, dont évidemment Dieu, hein, qui serait vu comme le grand architecte de l'univers, hein, dont on parle le titre du livre de Hawkins. Donc, la notion de cause. Hein. Et c'est intéressant de voir que dans le chapitre 2 sur la philosophie grecque, et en particulier sur la section sur Aristote, qui est importante, Feezer revient donc à la compréhension que
que donnait Aristote de la notion de cause, hein, en particulier dans ses physiques. Hein. Alors, on sait tous qu'il s'agit en fait que la notion de cause chez Aristote est quadruple, au sens où elle implique trois types de causes. Dans toute cause, il y a au fond quatre causes différentes, si on veut, qui sont en jeu. C'est un peu comme la Trinité chez les chrétiens. Il y a un seul Dieu, mais en trois personnes. Alors, la notion de cause chez Aristote est donc quadruple. Donc, le premier type de cause, dans toute cause, selon Aristote, c'est la cause matérielle. Alors là, il faut faire attention. Il ne faut pas penser, comme le réflexe moderne nous y invite, c'est question de cause matérielle, donc c'est la matière. Alors pour Aristote, la matière n'est jamais accessible comme telle, brute. Hein? La matière est toujours un composé de substance et de forme. Hein? Il n'y a pas de matière sans forme de cette manière. Elle est toujours structurée. D'ailleurs, si on la considère juste au plan chimique, la matière a une forme, a une configuration. On pourrait même dire qualifiée de moléculaire, même si ce n'est pas le vocabulaire d'Aristote, parce qu'il ne connaissait pas du tout la chimie moderne. Hein. Reste que donc dans la cause matérielle, en fait, c'est une forme qui est imbriquée dans une substance, un ousia, une essence. On est en pleine métaphysique, là. Hein? Vient ensuite le deuxième type de cause, c'est la cause formelle. Ben, comme je disais tantôt, dans la matière, la matière est informée. Il n'y a pas de matière brute, hein, qui serait observable, touchable, palpable, etc. Donc, c'est la cause. Dans une cause, il y a une forme qui est en jeu. Hein. Ensuite, le troisième type de cause, c'est la cause motrice ou efficiente. Hein. C'est vraiment elle qui, en tout cas dans le monde dans lequel nous vivons, dans l'espace et le temps, c'est elle qui, meut, hein, cause, au sens d'un contact, pourrait-on dire, entre un objet et un autre. Et enfin, troisième type de cause, la cause finale. Ah oui, je mentionnais que il faut mentionner que la modernité, les penseurs modernes, hein, ne vont retenir de la notion de cause, du moins chez Aristote, que la cause motrice ou efficience. Hein. On pourrait dire la cause contact, hein, qui engendre l'effet. Et donc, quatrième
type de cause, dans toute cause, la cause finale. Alors ça, c'est Aristote et principalement Thomas d'Aquin, quand il va commenter la causalité chez Aristote, les 4 types de causes, il va dire que la cause des causes, c'est la cause finale. C'est elle qui enclenche, si on veut, qui est à l'origine des 3 types de causes précédents. La cause efficiente, la cause formelle et la cause matérielle. Alors, donc, c'est fort important dans la conception aristotélicienne du monde, de l'univers, de toute chose, de tout être, hein, cette notion de cause finale. D'où le titre que l'on donne, que l'on a pu donner par la suite à la métaphysique d'Aristote, hein, voulant qu'il s'agisse d'une métaphysique téléologique. Hein. Alors, dans le mot téléologique, on a le mot télos, la racine grecque télos, qui veut dire au loin. Hein. Comme dans de nombreux mots français, hein. Télévision, télécommunication, télescope, etc. Hein. Vous avez toujours l'idée de quelque chose qui est au loin, qui est dirigé en vue de. Hein. Donc, l'être, hein, on pourrait dire la substance de toute chose, de tout être, c'est son télos, sa finalité. Alors ça, c'est devenu le sujet de litige fondamental qui est au cœur donc de la différence, je voulais dire de la dispute entre la métaphysique matérialiste d'aujourd'hui, qui prend ses sources dans la modernité, et la métaphysique finaliste ou téléologique qui est celle d'Aristote. En fait, quand Descartes, à l'aube de l'époque moderne, s'en prend à la scolastique, hein, veut dépasser la scolastique. Qu'est-ce que c'est que la scolastique? Ben, c'est l'enseignement de l'école. Ce qu'on enseignait dans les universités. Et cet enseignement-là, c'était l'enseignement issu du thomisme de Thomas d'Aquin, et qui, comme vous le savez, puise énormément toute sa théologie est issue de l'aristotélicisme, de la métaphysique finaliste téléologique d'Aristote. Et c'est ça, selon Feser, c'est ce rejet de la métaphysique téléologique pour la remplacer par une métaphysique matérialiste qui est la dernière superstition. La métaphysique matérialiste. Encore une fois, il ne faut pas confondre métaphysique matérialiste avec la science. Hein.
Et- D'ailleurs, la science le dit lui-même, elle s'est, elle s'est séparée de la métaphysique. Hein. Ou du moins, les penseurs, Descartes et les autres par la suite, les penseurs modernes ont tout fait pour euh, éliminer euh, ou usurper le titre de science que l'on qui était celui de la métaphysique, la science suprême, hein, qui avait des connotations, pas seulement des connotations, mais qui avait un lien direct avec la théologie. Et je tiens à souligner que cette, cette, cette idée de théologie, on la retrouve dans la métaphysique d'Aristote. Je me souviens plus quel livre au juste, là. Mais la science suprême, selon Aristote, la philosophie première, en réalité, c'est la théologie. Hein? Évidemment, il n'est pas question de la théologie au sens où de la théologie chrétienne, telle que, telle que Thomas d'Aquin l'a reçue. Hein? Il s'agit en fait de l'idée que la cause finale à toute chose, c'est le divin. Et en ce sens-là, c'est pour ça que la science de Dieu, ou du Dieu, pas plusieurs dieux, hein, du Dieu, pas Zeus, mais le démiurge peut-être, même encore. Enfin, l'être premier, hein, est un être divin qui est au-delà donc de toute de toutes les de toutes les sphères. Hein. Il est au-delà de cela. Et ça, évidemment, la science moderne récuse, rejette systématiquement le recours à une cause surnaturelle. Et il faudrait revenir sur cette notion de surnaturel. Hein. Euh, c'est comme est-ce là une désignation, un nom approprié? Hein? Bon, je laisse la question ouverte pour le moment. Donc, on a vu que dans la notion de cause, rien n'est simple. Et si on se base sur la métaphysique finaliste ou téléologique d'Aristote, ben, la cause est quadruple, pardon. Hein? Et alors que pour la métaphysique matérialiste, eh bien, seule la cause motrice efficiente, hein, accourt. Hein, celle qui est au fond qualifiée de naturelle, celle qui est observable, vérifiable. Et on pourrait ajouter une autre couche à cette métaphysique matérialiste qui est venue du philosophe des Lumières écossaises, David Hume, 1711 à 1776. Vous savez peut-être que dans sa fameuse enquête sur l'entendement humain, Hume porte des coups terribles, sévères contre la notion de cause, au sens où elle ne serait que, l'on parle toujours évidemment de la cause motrice, hein, évidemment les causes matérielles, formelles ou finales, chez Aristote, hein, c'est hors jeu.
Donc, quand on parle au siècle des Lumières de la notion de cause, ben, on entend la notion, la cause efficiente, la cause motrice. Or, Hume, hein, partant de son principe empiriste, hein, fondé sur l'expérience, refuse à la notion de cause sa réalité, au sens où la relation d'une cause à son effet n'est jamais réelle dans les choses, mais seulement une projection que nous faisons de nous-mêmes sur les êtres, les choses qui nous environnent. Hein? Il n'y a rien dans la réalité objective à l'extérieur de nous qui nous permet d'établir la réalité de la relation de cause à effet. Hein? La fameux exemple de Hume, de la boule de billard, ou encore de la pierre qui frappe une vitre. Hein? Lorsqu'on dit que la boule de billard a frappé une autre et qui est censée suivre un certain mouvement, eh bien, ce n'est que... Il n'y a rien qui est observable là-dedans. C'est inouï, là, ce que dit Hume. Hein? Alors, c'est juste l'habitude d'avoir vu le phénomène conjoint de frapper une boule de billard et ensuite qu'elle en frappe une autre, que l'une poursuit et engendre un mouvement chez l'autre bille, ou la pierre qui frappe la fenêtre, la vitre, hein, qui fait voler en éclats la vitre. Ce sont des observations que nous avons faites de manière régulière et que nous avons projetées dans la réalité. On se dit, je vois au loin du feu, et bien je dois conclure que je vois au loin de la fumée. Alors je dois, par habitude, conclure qu'il y a un feu qui cause l'apparition de la fumée. Hein? Alors c'est cette conception que Hume qualifie de sceptique qu'il construise la notion de cause. Hein? Rien dans les faits, aucun matter of fact ne permet d'établir la relation de cause à effet. Le pain qui m'a nourri, hein, me nourrit, non pas en vertu des composants, des ingrédients du pain, hein, mais en vertu de cette coutume, de cette habitude, qu'à chaque fois que j'ai mangé du pain, cela m'a nourri. Alors, Hume, en bon sceptique, ne veut absolument rien savoir de ce qu'il appelle les propriétés occultes des choses qui causeraient en vérité, en réalité, tels et tels effets. Alors, évidemment, les penseurs modernes vont rejeter la position sceptique de Hume, parce qu'imaginez que sont les lois de la nature sinon des relations nécessaires, en guillemets, entre des phénomènes, hein, naturels.
Hein. Donc, si on suit l'analyse de Jung, ben, les phénomènes naturels ne sont en fait que nos projections que nous avons établies de par notre expérience du monde, qui pourrait être tout à fait autre. Hein. Notre expérience du monde est contingente et non pas nécessaire. Hein. Alors, je reviendrai là-dessus dans un prochaine rencontre vidéo là, sur la notion de cause et comment, cela dit, on est amené à poser une métaphysique matérialiste tout en récusant la métaphysique téléologique ou finaliste. Alors, à la prochaine.